Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert les origines de Mary Worth, la femme à l'origine de la malédiction des chantres qui a donné lieu au rituel de Bloody Mary. Mais comme précisé au début de cette partie précédente, il y a une deuxième Bloody Mary. Une deuxième personne ayant été entraînée malgré elle, à cause de sa curiosité et en partie de sa coquetterie, dans le monde des ombres habité par Mary Worth, et se situant derrière les miroirs. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez vous rendre compte que le malheur du Dr Mumford ne s'est pas arrêté au massacre de la femme qu'il aimait, son premier amour. Tué à cause de superstitions et de la jalousie d'une communauté de femmes ne supportant pas l'influence qu'elle avait sur leur mari. Alors qu'il pensait s'être reconstruit une nouvelle vie avec Millicent, une femme médecin ayant renoncé à sa vocation pour élever leur fille, la tristesse et le désespoir va venir à nouveau frapper à sa porte, et de la pire des façons, le marquant de manière indélébile. Une deuxième vague de malheur qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Bloody Mary, deuxième partie. La fille du Dr Mumford. Harriet était obsédée par son désir de trouver un riche époux qui lui permettrait de découvrir d'autres horizons et partir hors des murs de ce qu'elle appelait parfois sa prison. Bien qu'ayant de bons termes avec ma fille, elle me reprochait de plus en plus de ne pas pouvoir vivre une vie comme ses pères et jalousait les potins rapportés par le personnel féminin, lui relayant les nouvelles leur venant de leurs familles respectives concernant les tendances vestimentaires, les soirées ou autres sujets pouvant faire naître des étoiles dans les yeux de quelqu'un comme Harriet, toujours avide de vie trépidante. Il y avait une légende tenace qui indiquait que si une fille regardait fixement un miroir à certains moments de la journée, celle-ci pouvait voir apparaître le visage de son futur époux. Harriet, en plus de sa curiosité et sa hardiesse, était très coquette. Elle pouvait passer des heures à ranger sa coiffure, surveiller que sa robe n'avait pas de plis, et autres petites choses du même style. Une coquetterie qui avait été encouragée par sa mère, y voyant un moyen pour Harriet d'oublier son enfermement au sein de notre maison, avec juste comme plaisir de parcourir le jardin fleuri autour des murs de notre propriété. Je n'apprendrai que par sa bouche que bien plus tard, mais un après-midi, elle brisait son miroir où elle aimait s'admirer, et tentait de voir le visage de l'homme qui la libérerait de sa cage dorée. Désespérée et craignant une remontrance, le miroir ayant coûté une petite fortune, elle se souvenait m'avoir entendu parler d'un miroir, alors que je pensais être seul dans l'une des ailes de notre demeure. Elle n'avait entendu que des bribes de ma conversation à moi-même, ce qui explique son erreur d'interprétation. Sans dire mot à quiconque, elle profitait de mon absence et de la sieste de mon épouse pour se faufiler dans mon bureau. Je laissais toujours ouvert, pensant que le coffret de mon secret était suffisamment caché. Avec détermination, fouillant chaque recoin, elle finissait par tomber sur le coffret et découvrait le morceau des miroirs, seul souvenir restant de Mary Worth. Un peu dépitée de voir qu'elle avait mal compris le sens de mes mots, elle fut malgré tout comme attirée par ce vieux morceau de verre sale et taché de traces sombres, ignorant qu'il s'agissait de sang. Sortant le bris de son écrin secret, elle voulut observer de plus près ce dernier, et se coupa la paume de la main en serrant trop fort. Cela eut pour effet de faire s'illuminer le morceau, pendant qu'Harriet ressentait une force étrange s'insinuer en elle. Elle lâchait le morceau prestement sur le sol, pendant que son sang coulait sur le plancher et sur le dit éclat de miroir. Elle vit alors un visage se refléter sur celui-ci. Un visage de femme ensanglantée, la regardant fixement. Terrifiée, elle déchirait un morceau de sa robe, enveloppait le morceau et le remettait là où elle l'avait pris, pendant qu'elle tentait tant bien que mal de panser sa plaie ouverte, où le sang continuait de sortir abondamment. Puis elle sortait du bureau, refermant derrière elle et se dirigeait vers la cuisine, afin de demander au domestique de l'aider à soigner sa blessure, et demandant qu'il ne dise rien à ses parents de sa mésaventure. Ni moi ni Millicent ne nous aperçûmes de rien, les domestiques ayant respecté leur promesse de ne rien dire sur le petit incident d'Harriet, qui, de son côté, omettait volontairement d'indiquer qu'en son miroir fétiche, qui ne la quittait jamais, n'était plus qu'un tas de verre brisé. Lui aussi dissimulé par ses complices qu'étaient le majordome, les commis de cuisine et les femmes de chambre, discrètement, dans un coin du jardin, enterrés en un endroit qui ne pourrait être trouvé. Ignorant le drame qui était en train de se jouer, je me suis aperçu quelques jours plus tard des premiers changements d'Harriet. Elle se plaignait régulièrement d'une forme de paralysie de la main, dont une plaie ancienne se faisait voir. Jusqu'alors, elle était parvenue à la dissimuler par le port de gants. Cela ne m'avait pas surpris de prime abord, connaissant la propension d'Harriet à se parer de toutes sortes d'accessoires propres à montrer son extrême coquetterie. Mais voyant qu'elle ne parvenait plus à avoir une mobilité normale de ses doigts et une tache de liquide se montrant sur la surface du gant en cachant sa main raidie, je demandai à voir l'état de celle-ci.
Millicent et moi furent horrifiés en voyant une ulcération très profonde s'étant formée sur la paume de sa main, composée de membranes nombreuses. En plus de cela, Harriet avait la gorge prise de manière très prononcée, ayant même du mal à parler et respirer. Je reconnaissais ce mal dont il n'existait pas de remède à ma connaissance. Une esquilancie. Une maladie terrible se montrant sous une forme aiguë d'angine, pouvant créer des problèmes cardiaques et neurologiques, et pouvant mener à la mort par suffocation si elle n'était pas traitée à temps, en plus d'être extrêmement contagieuse. Je ne comprenais pas. Le seul cas sur ce continent de cette maladie avait été répertorié en Irlande, soit à des milliers de kilomètres de là. Harriet ne pouvait pas avoir été contaminée par du lait importé de ce pays, vecteur principal de la propagation de l'esquilancie, ni même de contact avec des bovins, comme cela avait été rapporté par des collègues. Harriet ne sortait jamais plus loin que le jardin, et il n'y avait aucun troupeau dans les environs. C'est là qu'elle me confiait, péniblement, du fait de sa grande difficulté à parler, de son escapade dans mon bureau, du morceau de miroir trouvé dans le gaufret, et de sa blessure à son contact. Elle me confiait également avoir vu le visage d'une femme dans le morceau de verre. J'étais atterré, ne pouvant empêcher les larmes de couler de mes yeux. Voyant mon épouse voulant prendre sa fille dans ses bras, je lui empêchai prestement, insistant sur le caractère contagieux de cette maladie. Je n'avais jamais eu connaissance que Mary avait en elle cette maladie. Mais peut-être était-elle un patient zéro, expliquant qu'elle ne montrait pas les signes extérieurs de la bactérie à l'origine de ce mal, mais bien présente dans son sang. Et sans doute ses facultés, tant qu'elle était vivante, lui avaient permis de ne pas me la transmettre lors de notre relation. C'était la seule explication possible à la contamination subie par Harriet. Immédiatement, j'escortai ma fille, en tenant une distance raisonnable d'elle, jusqu'à sa chambre. J'interdisais formellement qu'aucune personne ne rentre dans la chambre tant que la maladie dont souffrait Harriet n'avait pas été éradiquée. Ses repas devraient être déposés devant sa porte, et je me chargerai de les récupérer, usant de gants épais pour éviter toute propagation. Tout ce qui composait les plateaux, par mesure de sécurité, devant être brûlé après usage. Millicent m'envahissait de questions chaque jour, étant le seul à voir notre fille, en me parant de mouchoirs pour protéger mon visage et de gants pour les mains. Ceci afin de tenter de prodiguer les soins nécessaires pour endiguer la maladie, pratiquant des saignées quotidiennement, et espérant que cela serait suffisant pour sauver ma fille. Après tout, par le passé, il existait des cas où des personnes atteintes d'esquilancie avaient survécu, en suivant ce processus de traitement. Cependant, ces miraculés avaient dû se sortir de ce mal parce que la maladie avait été détectée très tôt. Les symptômes étaient connus depuis les grandes vagues pandémiques en Italie en 1617, 1621 et 1632. Mais dans le cas d'Harriet, celle-ci ayant caché qu'elle était atteinte, la bactérie était déjà à un haut niveau d'infection, et je n'étais sûr de rien. Mais je gardais espoir. Cependant, dans les jours qui suivirent, la situation devenait de plus en plus compliquée. Plusieurs fois, je surprenais Millicent attendant anxieuse, derrière la porte d'Harriet, discutant avec elle, celle-ci répondant du mieux qu'elle pouvait, ayant énormément de mal à faire sortir des mots de sa bouche. Et cela provoquait des quintes de toux prononcées. De plus, par sa présence, il y avait un risque trop grand de contamination, si Millicent touchait sans protection l'un des plateaux destinés à notre fille. La mort dans l'âme, je dus recourir à une technique qui me révulsait. Mais elle était nécessaire pour que le mal distillé par le sang de Mary ne provoque plus de ravages. Je demandai aux domestiques de creuser une tombe dans le jardin, à l'abri de la lumière. Un trou pas trop profond, de façon que le cercueil qui y serait placé soit à la lisière du sol, afin que je puisse l'ouvrir fréquemment pour porter les repas à Harriet moi-même et pratiquer ses saignées. Depuis la veille, la respiration d'Harriet s'était quelque peu améliorée, et la plaie sur sa main était moins vilaine. L'espoir renaissait en moi de pouvoir la sauver. Mais pour être certain que Millicent ou un des domestiques ne soit atteint avant la guérison complète, menaçant de créer un autre foyer de maladie, je n'avais d'autre choix que de recourir à ce stratagème. Une fois la tombe creusée, et après y avoir placé un des cercueils familiaux figurant dans la crypte de notre demeure, une tradition typiquement britannique pour prévenir de mort soudaine, je continuais les soins d'Harriet, me rendant plusieurs fois par jour pour la voir, et lui permettant de se relever en ma présence, afin de se sustenter, et me laissant pratiquer les saignées salvatrices. Chacune d'entre elles semblait libérer le corps de ce mal insidieux. Cela prendrait certainement beaucoup de temps, et imposait à Harriet de rester couchée dans l'obscurité, avec pour seule lumière une bougie près d'elle, dans le cercueil. Celui-ci était pourvu d'une petite tirette, reliée à une clochette située à l'extérieur. De cette manière, si Harriet avait des complications, je pourrais entendre le son de mon bureau. La tombe d'Harriet était peu éloignée de celle-ci. Cependant, Millicent avait beaucoup de mal à admettre que notre fille se trouvait dans un cercueil, seule de longues heures par jour, quand je n'étais pas là pour lui administrer son traitement et lui apporter ses repas. À de nombreuses reprises, je la trouvais installée près du cercueil, parlant peu, pour ne pas risquer de ralentir le processus de guérison, en affaiblissant la voix d'Harriet, et qui pourrait entraîner des conséquences sur son cœur.
Dans la journée, je trouvais cela rassurant qu'Harriet ait de la compagnie. Même quand elle ne parlait pas, elle savait que sa mère était près d'elle. Cela la rassurait et lui faisait accepter sa position inconfortable, mais nécessaire. Mais Millicent passait également de longues heures la nuit près de notre fille, luttant contre le sommeil, pour être sûre de ne pas louper un éventuel appel à l'aide d'Harriet actionnant la clochette de l'intérieur de son cercueil, au cas où la maladie reprendrait le dessus. J'avais du mal à accepter que mon épouse mette elle-même sa santé en danger, en proie au froid de la nuit, qui commençait à se faire insistant. Plusieurs fois, je lui ai demandé de rentrer se coucher, lui garantissant que j'étais à l'écoute, au cas où la clochette retentirait durant la nuit. Mais elle ne voulait pas écouter la voix de la raison. Après 3 jours et 3 nuits où Millicent suivait ce rythme, m'inquiétant des conséquences, malgré mes mises en garde, restant observé de loin dès que je venais pour les soins d'Harriet et ses repas, je dus me résoudre à intervenir sans le consentement de Millicent, afin de ne pas perdre mon épouse également. La 4e nuit, après qu'elle n'ait dormi que 4 heures depuis la veille, je m'approchai d'elle, et profitant de son inattention, je lui injectai une dose de morphine dans le bras, afin qu'elle puisse avoir la dose de sommeil qu'elle se devait de prendre. L'instant d'après, je l'emmenai péniblement vers notre maison, montant les escaliers, et me dirigeant vers notre chambre. Une fois dans celle-ci, je vérifiai son pouls, juste pour être sûr que son corps supportait la dose un peu forte de morphine que je lui avais administrée. Rassuré, je la déshabillai, lui mettais sa tenue de nuit et la couchai. Je souriais en observant son visage paisible. Je me sentais un peu coupable de mon acte, mais je n'avais pas eu le choix. Ne pas la perdre et être à l'origine d'un nouveau drame. Ce que j'ignorais, c'est qu'au même moment, dans le jardin, au sein de son cercueil, Harriet, affolée de ne pas sentir la présence de sa mère, s'étant habituée à échanger quelques mots avec elle à chacun de ses réveils parfois imprévisibles, était en proie à la panique. Craignant qu'il soit arrivé quelque chose à sa mère, et ne pouvant sortir d'elle-même du cercueil, celui-ci étant vissé par mes soins pour éviter que Millicent ait l'idée de toucher notre fille, Harriet vit la peur l'envahir. Elle avait beau agiter la clochette, car sentant sa respiration s'affaiblir, du fait de l'anxiété, personne ne venait, et pour cause. De l'étage où j'étais et occupé à veiller à ce que Millicent dorme paisiblement, je ne pouvais pas l'entendre. Je l'apprendrai d'elle par la suite, sous une forme autre que celui d'être vivant, mais Harriet tirait sans relâche sur la cordelette agitant la clochette à l'extérieur. Sans résultat. Personne ne venait, augmentant son angoisse qui grossissait à vue d'œil, permettant à la maladie de reprendre le contrôle, car dépendante de l'état neurologique du corps qu'elle habite. Et celui d'Harriet montait à un niveau très élevé. Et plus encore quand la corde qu'elle tirait nerveusement sans s'arrêter se cassait. En proie à une panique totale, Harriet se mettait à crier, sans plus de résultat, avant de tomber dans un état d'hystérie, grattant le bois du cercueil au-dessus d'elle jusqu'à avoir les doigts en sang, celui-ci perlant sur son visage, en même temps que des copeaux de bois lui rentrant dans les yeux, blessant ceux-ci, et provoquant encore plus de panique de la part d'Harriet. Pour tenter d'enlever les brisures de bois lui brûlant les yeux, Harriet se les frottait frénétiquement, se blessant le visage et finissant par se crever les yeux, attaquant à nouveau le bois du cercueil et renouvelant ses phases en un enchaînement sans fin. En ouvrant le cercueil et en découvrant le visage et les mains ensanglantées d'Harriet, son corps dénué de toute vie, ne pouvant même plus plonger mon regard dans le sien, car ses yeux avaient été remplacés par des trous béants, je tombais en larmes. Désespéré, je prenais le corps d'Harriet dans mes bras, la serrant comme jamais je ne l'avais fait auparavant, en proie à la douleur la plus intense de toute ma vie. Plus encore que le jour où Mary et notre enfant furent massacrés à plusieurs mètres de moi. Mary, justement, son souvenir se rappelait à moi. Parce que j'avais conservé ce morceau de miroir, Harriet était morte. Encore une fois, du fait de mon absence. Mais la série n'allait pas s'arrêter là. À côté du bras gauche d'Harriet, j'apercevais un petit miroir dont le verre était brisé. Millicent. Je ne savais pas comment, mais elle était parvenue, à mon insu, à ouvrir le cercueil et à donner ce miroir à notre fille. L'avait-elle touché alors que la maladie était encore active dans son corps ? Harriet ayant perdu la vie et au moment de la serrer contre moi, étant pourvue des protections habituelles, aucun espace de ma peau n'avait été en contact avec la maladie. Mais pour Millicent, je la connaissais trop pour savoir qu'elle n'avait certainement pas résisté à la tentation de cajoler sa fille, même sachant les risques. Et les jours suivants me donnèrent raison. 2 jours après l'enterrement de notre fille, que j'avais voulu se dérouler en toute intimité au sein de notre propriété, à l'endroit même où sa vie s'était enfuie de son corps, au sein de ce cercueil, les premiers signes de la maladie se manifestèrent chez Millicent. Je n'avais même plus les mots. Je ne savais pas quoi lui dire. Comment la blâmer d'avoir voulu étreindre notre fille, provoquant l'irruption de la maladie dans son propre corps. J'en étais incapable. Millicent voyait ma détresse. Elle me rassurait en me disant qu'elle avait fait un choix et qu'elle ne le regrettait pas.
elle ne le regretterait jamais. Il lui avait été insupportable de voir la détresse de notre fille. Elle s'était procuré un outil pour desserrer les vis du cercueil, dans la cabane servant aux outils de jardin. Le petit miroir, elle l'avait fait acheter en secret par un des domestiques, avec consigne de ne surtout pas m'en parler. Elle savait qu'en le voyant, j'aurais eu des soupçons sur ce qu'elle comptait faire de ce miroir. J'avais tellement envie de faire la même folie qu'elle, la prendre dans mes bras et laisser ce mal pénétrer en moi. Mais Millicent, devinant mes intentions, s'y opposait. Elle voulait que je vive, car j'étais destiné à de grandes choses en tant que médecin. Et elle refusait que je me sacrifie à mon tour. Notre famille devait continuer d'exister à travers moi. Elle me demandait de ne pas l'oublier, elle et Harriet, mais de penser à moi. Trouver une autre femme aimante, qui ferait donc d'autres enfants. Je ne voulais pas d'une autre famille. J'en avais déjà perdu 2, et il était hors de question que je provoque la mort d'une autre. Millicent me regardait, et me disait qu'elle comprenait mes ressentiments, en me faisant promettre d'y penser malgré tout. Elle savait qu'elle ne pourrait pas me faire changer d'avis, mais elle espérait que je reviendrais sur ma décision. Le lendemain, à mon réveil, ne trouvant Millicent nulle part dans notre demeure, je fus pris d'une panique immense, remuant tous les murs, mobilisant tous les domestiques pour la retrouver, craignant le pire. Le majordome finit par m'avertir qu'il avait trouvé son corps, les yeux empués de larmes. Je ne savais que trop ce que cela signifiait, pour avoir moi-même tant eu la même expression sur le visage. Millicent s'était pendue dans la crypte, son corps se balançant au bas des escaliers. J'étais anéanti. Je ne voulais plus que personne ne me côtoie. Je déclenchais la mort à tous ceux qui m'approchaient. J'ai renvoyé tous les domestiques en leur fournissant l'équivalent d'1 an de salaire, de manière à leur laisser le temps de trouver d'autres maîtres qui ne risqueraient pas de mettre leur vie en danger en vivant à leur côté. Le cœur gros, tous me firent leur adieu. C'était quelques jours après les funérailles de Millicent. J'avais fait creuser une tombe juste à côté de celle d'Harriet. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Alors que je me lamentais devant les tombes de ma famille perdue, 2 apparitions vinrent à moi, me sortant de ma tristesse. Juste sous mes yeux m'apparaissaient Mary et Harriet. Mary m'expliquait que je ne devais pas m'en faire pour Millicent. Là où elle allait, elle reposerait en paix, en attendant que je vienne la rejoindre un jour. Pour Harriet, en revanche, son destin était tout autre. Mary était désolée pour ça, mais parce qu'elle avait reçu son sang par l'intermédiaire de ce morceau de miroir, elle devrait partager avec elle la vengeance qu'elle avait entamée. Harriet ne pourrait jamais rejoindre sa mère. Elle était condamnée à vivre dans le monde de ténèbres, avec elle, partageant son désir de punir celles qui auraient l'arrogance de demander leur service. Elle avait déjà parlé à Harriet de son futur rôle, et celle-ci était d'accord pour ça. De toute façon, elle n'avait pas vraiment le choix. C'était elle qui avait décidé de sa place auprès de Mary. En prenant ce morceau de miroir, elle avait déjà inscrit son nom auprès d'elle. Mary me confirmait que les morts en son nom s'étant déroulés en Amérique étaient bien dus à la malédiction des chantres, au rituel qui en découlait, de sa propre initiative. L'arrogance des filles, des femmes qui avaient recours au rituel, se pensant au-dessus de tout, croyant qu'elles pouvaient manipuler le destin en se servant de la vie des autres, étaient vouées à mourir, par leur choix. Sauf si l'une d'entre elles réussissait à triompher du défi qu'elle leur proposait, en retour d'une vision de leur avenir, ou d'un vœu. Désormais, avec la présence d'Harriet à ses côtés, il n'y aurait plus une Bloody Mary, mais 2. 2 instruments de vengeance pour punir les orgueilleuses, les vaniteuses, celles qui abritent des penchants en elles qui ne leur donnent pas le droit de prétendre être humaines. Dans son cercueil, Harriet, en mourant, à cause du mal transmis par Mary, a vu son âme transférée dans le miroir brisé à ses côtés. Un miroir qui s'est séparé en 3 morceaux. 3 morceaux qui ont décidé du nombre de fois nécessaire pour la contacter. Celles désirant l'invoquer devront dire à haute voix 3 reprises le nom de Bloody Mary. Si elles parviennent à remporter le défi qu'elle leur donne, à savoir tenir son regard pendant 7 minutes, le temps qu'il a fallu pour que le cœur d'Harriet s'arrête complètement, elles auront le droit de faire un vœu, quel qu'il soit. Les forces du monde des ténèbres lui donnent le pouvoir de réaliser à peu près tout et n'importe quoi. Seul faire tomber amoureux quelqu'un d'un autre, même si ce n'est pas l'invocatrice victorieuse du défi, et ressusciter une vie, ne font pas partie des possibilités. Celles qui choisissent de connaître leur avenir devront dire à haute voix le nom de Bloody Mary à 13 reprises. Dans ce cas, c'est Mary qui apparaîtra. Si l'invocatrice parvient à tenir sa main sur le miroir, face à sa propre main du côté des ténèbres, pendant 10 minutes, le temps qu'il a fallu pour qu'elle-même voie sa vie s'enfuir de son corps après que la malédiction a été déclamée, Mary lui permettra de voir la portion d'avenir que l'invocatrice désire. Mais jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de remporter les défis qu'elle proposait seule auparavant. Avec l'arrivée d'Harriet, cette tâche sera donc remplie à 2.
Et pour que chacune des générations à venir connaisse bien toutes les contraintes pour le rituel, Mary me chargeait de retranscrire toutes les consignes dans un journal, précisant bien que toutes celles qui échouent à surmonter les défis se verront mourir dans d'atroces souffrances. Elles seront lacérées, les yeux arrachés, leurs organes extirpés de leur corps, leur sang étalé sur les murs. Pour signe qu'elles ont échoué, la bougie nécessaire pour le rituel, préalablement allumée avant de prononcer le nom de Bloody Mary, s'éteindra. Inutile de tenter de s'enfuir. Où que se trouvent les invocatrices ayant échoué, elles subiront leur sort. À moins qu'elles indiquent explicitement transmettre le résultat de leur échec à un être cher. La personne qui compte le plus pour elle au monde. Si ce n'est pas le cas, rien ne changera. L'invocatrice périra de manière violente et sanglante. Et si la pièce où se déroule l'invocation ne se trouve pas dans l'obscurité la plus totale, ni elle, ni Harriet n'apparaîtra, car les conditions indispensables pour le rituel n'auront pas été réunies. Mary soulignait autre chose, pour les plus intrépides désirant plus que tout braver la mort, qui, par arrogance, s'adresserait à elle en indiquant les mots « J'ai tué ton bébé », il n'y aura pas de défi. Il n'y aura pas de portion d'avenir. Il n'y aura pas de vœu à obtenir. Une mort encore plus effroyable que pour les autres l'attendra. La seule échappatoire pour elle sera de transférer son châtiment à l'être qui compte le plus à ses yeux. Telles étaient les conditions du rituel que Mary me demandait de consigner dans un journal. Le même journal que vous êtes en train de lire actuellement. Après ça, Mary me demandait de ne surtout pas culpabiliser pour sa mort, pour celle de notre enfant et pour le sort d'Harriet. Ce n'était pas mon absence qui avait provoqué leur mort. Ce n'était que le fruit du destin qu'il avait voulu ainsi. Je ne devais pas m'en vouloir. Même pour Millicent. Celle-ci a choisi de ne pas attendre une mort lente et perturbante pour moi. Elle avait choisi que je ne voie pas son calvaire. C'était son cadeau d'adieu, que je ne souffre pas davantage. Car j'avais déjà bien trop subi. Je ne lui avais jamais parlé de mon histoire avec Mary, mais elle l'avait appris, sans jamais avouer qu'elle connaissait mon passé. Là encore, pour me préserver. Mary et Harriet précisaient que s'il me venait l'envie de les revoir, à n'importe quel moment, il me suffirait de penser très fortement à elle, et elle viendrait à moi, comme à l'instant où elle se trouvait juste devant moi. Elles me firent alors un geste de leurs mains, ponctué d'un sourire, avant de disparaître petit à petit. Je ne les ai jamais revus. Je n'avais pas le courage de les revoir. Pas que je ne désirais pas, bien au contraire. Mais j'avais bien trop peur de me faire submerger par l'émotion à chacune de leurs visites. Me séparer d'elles par 2 fois m'avait déjà été très pénible. Je ne voulais pas revivre cette expérience. Alors voilà, vous savez la véritable histoire des Bloody Mary. La raison pour laquelle les défis à relever et le nombre de fois où il faut invoquer leur nom sont différents. Le pourquoi de la cruauté dont elles font part en cas d'échec. Le rôle du miroir, de la bougie. Je ne cautionne pas l'acte de vengeance de Mary, ni le fait qu'Harriet soit son assistante éternelle pour cette tâche. Mais je comprends ce qui l'a poussé à mettre en place cette malédiction des chantres. Je le respecte, à défaut d'être d'accord sur le fait de massacrer des jeunes filles l'invoquant par ce qu'elle considère comme un jeu. Une dernière chose, et j'espère vraiment que l'une des personnes qui lira ces lignes saura comprendre ma demande. Il y a un moyen de libérer Mary et Harriet, et de leur permettre de sortir du monde des ténèbres. J'ignore où leurs âmes iront, paradis ou enfer, n'étant pas responsable au départ de ce qui les a poussées à devenir ce qu'elles sont. Mais au moins, leur malheur se finira. Pour cela, une fois que vous aurez invoqué l'une d'entre elles, dès l'annonciation du défi à exécuter pour avoir ses services, il vous faudra vous entailler la paume de votre main avec une lame, ou tout autre outil coupant constitué d'argent. Une fois fait, avec l'un des doigts de votre autre main, il vous faudra tracer en lettres de sang, utilisant celui sortant de votre paume coupée, ces simples mots. Je suis Bloody Mary. En faisant cela, vous accepterez d'endosser son rôle. Vous accepterez d'accueillir en vous toutes leurs souffrances, leurs douleurs, leurs larmes. Vous accepterez de voir le carrousel de toutes les morts qu'elles ont causées à l'intérieur de votre tête. Vous accepterez de devenir elle. Dès lors, vous renoncerez à votre propre vie. Vous oublierez qui vous êtes, vos amis, votre famille. Tous vos proches ne seront plus que des souvenirs effacés. Vous serez la nouvelle Bloody Mary, et vous libérerez Mary et Harriet. Les deux étant liés, il suffit de libérer l'une pour que l'autre soit libérée également. Et elles pourront enfin goûter au repos qu'elles méritent. Je sais que c'est un énorme sacrifice pour la personne qui opérera cette action. Vous aurez accès ainsi à tous les souvenirs passés de Mary et Harriet, les bons comme les mauvais. Vous ne saurez plus rien de ce qui était vous. Dès cet instant, vous serez Bloody Mary jusqu'à ce qu'une autre, à son tour, accepte de vous remplacer et libère votre âme. J'ignore si cela arrivera un jour,
car je ne serai plus là pour le voir. Mais je ne peux que supplier qu'une telle âme charitable, consciente de la souffrance continuelle endurée par Mary et Harriet, soit à même de comprendre, et acceptera de bon cœur d'endurer leur calvaire à leur place. Je dois vous laisser à présent, et retourner à ma misérable vie. Respectez ma promesse faite envers Millicent. Vous êtes libre de vos choix désormais, car vous savez toute la vérité sur la légende de Bloody Mary. Vous êtes désormais prévenu, vous qui lisez ces lignes. Réfléchissez bien avant de dire le nom de Bloody Mary devant un miroir. La légende de Bloody Mary est profondément ancrée dans la culture américaine. Un mythe aux multiples origines. Celles de Mary Worth et du Dr Mumford sont les plus connues. Mais il en existe des dizaines d'autres, certaines étant très farfelues, d'autres plus vraisemblables. Mais comme il n'existe aucun document véritablement indiscutable sur la réalité de l'existence des personnages ayant pu être le point de départ de la légende de Bloody Mary, il est presque impossible de faire la part du vrai et du faux. C'est d'ailleurs cette part d'ombre qui a forgé l'historique de ce personnage et du rituel qui lui est associé. Nombre de témoignages parlent des victimes de Bloody Mary, mais aucune d'entre elles ne peuvent apporter de preuves tangibles sur l'origine surnaturelle des décès. Seule certitude, chacune des morts attribuées à Bloody Mary ont tout un point commun. Elles étaient seules dans une pièce dénuée de lumière, une bougie éteinte au sol ou sur un meuble, le corps lacéré et très souvent le miroir brisé, maculé de sang de la victime. Beaucoup pensent qu'un grand nombre de ces cas ont été inventés de toutes pièces, mais il en existe certains qui sèment le trouble vis-à-vis de la réalité des meurtres, ayant les constatations indéniables que la victime n'a pas pu faire elle-même les blessures fatales, l'ayant fait passer de vie à trépas. La profondeur des blessures suppose une grande force, et il a été prouvé que ces victimes n'avaient pas cette énergie suffisante en elles, se reposant sur les déclarations de la famille ou des amis. Le folklore autour de Bloody Mary laisse supposer toutes sortes de possibilités, et la part du paranormal, comme vous devez vous en douter, arrive très souvent en tête des explications de ces morts horribles, principalement des femmes, dans près de 98% des cas. Les différents cas de figure de l'invocation, avec un nombre de fois où il faut dire le nom, sèment le doute sur la possibilité qu'il n'y ait pas une Bloody Mary, mais deux, reliées entre elles par un même sort, et capables de transmettre leur malédiction à travers les invocatrices ayant tenté de libérer la ou les Mary, et ayant échoué dans leur tâche, effrayées par le regard du visage derrière le miroir, attendant une libération qui ne viendra jamais. Vu que Bloody Mary, quel que soit le pays où elle est invoquée, quel que soit le nom qu'on lui donne, suivant les adaptations locales, officie toujours dans le monde. On ne saura sans doute jamais si Bloody Mary a vraiment existé, ou si toutes son, ou plutôt ces histoires, ont une part de vérité, ou bien si tout n'est que pure invention. Mais c'est le propre de toute légende urbaine. Chacun a sa propre vision, sa propre culture, ses propres idées sur la question. Je m'adresse aux femmes, vu que ce sont elles qui sont la cible privilégiée de Bloody Mary. Seriez-vous prête à défier Mary Worth, Harriet ou qui que ce soit qui puisse être la véritable Bloody Mary, par simple défi pour prouver son courage, ou par envie de connaître votre avenir, voire un vœu exaucé, ou juste par jeu? Rien n'est moins sûr, car les survivantes au rituel se comptent sur les doigts d'une main. Et si elles peuvent en parler encore, c'est parce qu'elles ont dû se résoudre à faire sacrifier la personne qui leur était le plus cher, de quoi être détruit psychologiquement tout le reste de sa vie. Et il existe nombre de cas de personnes ayant mis fin à leur vie après avoir effectué le rituel en secret, et laissant un testament où elles exprimaient leur détresse de ne plus supporter d'avoir fait tuer une mère, une sœur, une amie chère, offerte à Marie pour sauver leur propre vie. Simplement parce qu'elle s'est adonnée à ce rituel qui continue malgré tout, malgré les risques, d'attirer nombre de jeunes filles ou de femmes à le pratiquer, et continuant de causer l'interrogation sur la réalité de Bloody Mary. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.